Moi, je suis Nicolas Bencherki, je suis professeur de communication organisationnelle à l'Université TÉLUQ et je suis aussi professeur associé au département de communication sociale et publique de l'UQAM. Et je suis co-chercheur sur le projet Entraide dans les marges avec Consuelo Vasquez et Frédéric Matt. Donc, nous avons présenté une demande de subvention il y a de cela quelque temps déjà au CRSH et ce projet-là a été financé. Et donc maintenant, voilà, nous travaillons ensemble là-dessus. C'est un projet qui fait suite à une précédente collaboration qu'on a eue pour un projet qui s'appelait à l'époque Bénévolat en mouvement et où on étudiait la notion de bénévolat et sous toutes ses formes. C'est-à-dire qu'on essayait de voir aussi comment cette notion-là se traduisait en dehors de contexte institutionnel traditionnel. C'est-à-dire souvent le bénévolat, on y pense comme des personnes bénévoles qui donnent leur temps dans un hôpital ou dans un CHSLD, dans un organisme communautaire, mais on a essayé d'aller voir un petit peu d'autres endroits où ce mot-là ne voulait pas nécessairement dire exactement la même chose. Et donc, à travers ce projet-là, on a découvert aussi qu'il y a toutes sortes de formes d'entraide qui ne collent pas à ce mot-là. Et donc, ça nous a donné envie de justement aller voir d'autres formes d'entraide qui ne sont pas nécessairement celles que les institutions sanctionnent habituellement, prennent place entre des individus de manière informelle. Et ça nous a donné envie donc de rédiger cette demande de subvention et de continuer le projet là-dessus. Parlez-moi un peu de votre volet. Alors, avec mon collègue Mathieu Chaput, qui est à la TELUC, et avec Sarah Nassiri, qui est une étudiante à la maîtrise en communication à l'UQAM, on a ce volet-là qui porte sur l'entraide sur les enjeux de logement. Donc, comme on sait, au Québec, il y a quand même une assez sérieuse crise du logement. Les loyers sont très élevés, les autorités n'arrivent pas à construire assez vite du logement social. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui se ramassent dans des situations de colocation, qui se ramassent dans des situations où même à 25 ans, 30 ans, ils ou elles sont encore chez leurs parents, ou qui se ramassent aussi dans l'itinérance. Tout simplement, on voit de plus en plus de personnes dans la rue, à Montréal, mais aussi ailleurs. Et on s'est demandé comment, face au désengagement de l'État, face à l'insuffisance des ressources des organismes communautaires, les gens s'entraident les uns les autres et viennent en aide directement les uns envers les autres pour faire face à cette situation-là. Et dans ce sens-là, on a commencé un projet pilote sur le web, c'est-à-dire qu'on regarde tout d'abord dans les forums de discussion, les différents groupes Reddit, les groupes Facebook et tout ça, comment les gens se parlent de cette crise-là, comment les gens demandent de l'aide et comment s'offrent de l'aide mutuellement aussi. Donc ça, c'est un projet pilote qu'on est en train de faire et notre objectif à moyen terme, c'est ensuite d'aller vraiment sur le terrain et rencontrer des gens pour qu'ils nous montrent aussi l'environnement physique où se prend en place cette entraide-là. C'est-à-dire qu'ils nous montrent, voici mon ancien appartement, voici un organisme communautaire qui m'est venu en aide, voici une personne qui m'a aidé, et qu'on se balade avec eux dans l'environnement physique où cette entraide-là a eu lieu. Notre hypothèse étant que l'entraide est toujours située, c'est-à-dire on n'offre pas de l'aide seulement d'une façon désincarnée, là, on aide les gens concrètement dans une situation très spécifique. Et on veut faire ça dans la ville de Granby pour sortir justement de Montréal parce que bien évidemment, tout le discours actuel sur la crise du logement focus beaucoup sur les grandes villes, sur Montréal en particulier, Québec dans une moindre mesure. Mais on veut aller voir aussi comment ça se passe ailleurs où les ressources ne sont pas nécessairement disponibles et où on ne pense pas nécessairement qu'il y a aussi des enjeux de logement qui se posent. Comment avez-vous choisi Granby alors? Il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Il y a une façon opportuniste qui est que mon collègue Mathieu Chaput habite près de Granby et donc c'était tout simplement plus facile pour nous d'aller là-bas que d'aller à Rimouski, par exemple. Mais il y a aussi le fait que c'est une ville justement de taille plus petite que Montréal ou même que Sherbrooke, admettons, mais où il existe néanmoins des ressources communautaires en matière de logement. Et donc, on avait des contacts, on a été capable d'aller chercher, si vous voulez, des premiers points d'entrée vers les personnes qui sont prises avec des situations de logement.
Je suis sûr qu'il y a ce genre de ressources-là aussi ailleurs, hein, par exemple à Rimouski. Mais dans notre cas, on était plus familier avec la situation de Granby, donc c'était un peu plus facile. Et pour être franc aussi, dans un projet de recherche, il faut penser aux aspects pratiques, hein. Moi, je n'ai pas de voiture, donc aller à Granby, c'est plus facile que d'aller à Rimouski. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a choisi cette ville-là. Et l'aspect web, comment est-ce que ça a commencé? Comment avez-vous trouvé les groupes? Comment est-ce qu'on s'intègre dans ces groupes? C'est quoi le processus? Alors, trouver des groupes d'entraide en matière de logement en ligne, ce n'est pas compliqué parce que malheureusement, c'est un sujet tellement important aujourd'hui au Québec que ça ne manque pas. Ce qui a été un peu un défi pour nous, ça a été d'aller chercher des messages autres que simplement des demandes de logement parce que bien évidemment, souvent les gens vont sur ces groupes-là tout simplement pour dire je me cherche un logement ou j'ai un logement à offrir. Mais assez vite, on s'est rendu compte qu'il y en a énormément de messages de ce genre-là où les gens demandent de l'aide, par exemple, avec une situation de dommage à leur logement, là, de dommage physique, par exemple. Je n'ai plus de chauffage, j'ai une fenêtre cassée, qu'est-ce que je fais? Comment j'interagis avec mon propriétaire? Il y a beaucoup de demandes légales aussi, là. Les gens sont aux prises avec des hausses de loyer, sont aux prises avec une menace d'évacuation, sont aux prises avec un conflit quelconque avec leur propriétaire, par exemple au sujet d'une colocation ou des choses comme ça. Euh, et ce qui nous a intéressé énormément dans ces différents messages-là, c'est vraiment de regarder la façon dont les gens écrivent. C'est-à-dire, c'est pas tellement les thématiques qui nous intéressent, même si c'est bien évidemment très important, mais c'est de vraiment voir comment les gens demandent de l'aide. Parce que ça peut être même humiliant pour certaines personnes d'avouer qu'ils sont mal pris et qu'ils sont obligés de demander de l'aide comme ça en public à n'importe qui. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que les gens ont tendance vraiment à structurer les messages de façon assez spécifique. Par exemple, il y a toujours ce qu'on appelle une phase fatigue, c'est-à-dire une espèce d'entrée en relation, c'est-à-dire de dire j'apprécie ce groupe-là, je vous lis, je trouve qu'il y a beaucoup de soutien, etc. Donc il y a une espèce d'explication relationnelle de pourquoi on est là. Ensuite, on va définir un problème. Ou une situation comme étant problématique, parce que c'est pas toujours évident pour le lecteur de comprendre qu'est-ce qui est problématique dans cette situation-là. Donc, les gens vont essayer d'expliquer c'est quoi le problème et pourquoi c'est un problème. Ensuite, ils vont demander quelque chose de spécifique. Donc, avec ce problème-là, ce que je veux, c'est tel type d'aide ou tel autre type d'aide. Donc, les gens sont assez sophistiqués là, pour demander une aide spécifique sur une certaine question. Ils vont souvent aussi éliminer des solutions qu'ils ont déjà essayées, parce que les gens arrivent souvent dans ces groupes-là déjà après avoir fait plusieurs démarches. Donc, ils vont décrire les démarches qu'ils ont déjà faites. Et ensuite, encore une fois, il y aura un élément fatigue de remercier les gens d'avance pour leur aide, etc. Et donc, c'est cette espèce de structure-là qui nous intéressait. Comment les gens écrivent une demande d'aide en ligne. Et ensuite, on s'est intéressé aux réponses aussi. Et donc là, dans les réponses, il y a toutes sortes de choses, encore une fois, qui sont faites. Par exemple, quelque chose qui me fascine, c'est que les gens se permettent des fois de redéfinir le problème. C'est-à-dire, les gens ne font pas que offrir de l'aide, mais disent, ce que tu vis là, tu crois que c'est ça, mais moi, j'ai l'impression que c'est ça qui est important dans ce que tu es en train de vivre, tu vois. Et ça, c'est assez intéressant. On s'attendait pas à trouver ça. On s'attendait à ce que les gens juste disent tu peux contacter tel organisme ou j'ai une minivan si tu as besoin d'aide pour déménager ou des choses comme ça. Donc il y a ça aussi, mais il y a aussi toutes sortes de pratiques communicationnelles, c'est comme ça que je vais les appeler, beaucoup plus intéressantes. Donc comme je dis, de redéfinir le problème. De se permettre aussi d'offrir un autre type d'aide que celui qui est requis, c'est-à-dire la personne va dire j'ai besoin d'aide pour déménager, mais la personne va dire OK, ça, je peux pas, mais par contre, je peux te dire qu'il y a un organisme communautaire qui peut t'aider à résoudre cet autre problème-là que je vois aussi dans ton message. Donc, là, encore une fois, il faut voir comment les gens le font, comment c'est reçu par la personne qui a initialement présenté son message, etc. Donc, c'est vraiment cet aspect communicationnel et presque rhétorique qui nous intéresse dans la manière dont les gens s'entraident en ligne. Donc, les réponses sont assez positives. Oh, Dans l'ensemble, oui, quand même, les gens s'entraident, effectivement. Des fois, il va y avoir j'ai envie de dire des malentendus, mais bon, il y a des gens parfois qui vont dénoncer certains types de demandes d'aide.
C'est souvent aussi en lien avec le cadrage du problème, c'est-à-dire que parfois les gens vont, par exemple, dire j'ai besoin d'aide pour mettre mon colocataire dehors. Et là, la personne va répondre, enfin, une des personnes pourrait répondre oui, mais dans l'économie actuelle, mettre ta colocataire dehors, c'est pas gentil parce que tu la condamnes à la rue, admettons. Donc, c'est ça, c'est une question de cadrage dans le sens, la personne focus sur son problème immédiat et les réponses vont cadrer ça plus largement comme une situation OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec finalement ton colocataire? C'est quoi la situation économique, etc. Donc, il y a des fois des conflits de ce genre-là, mais dans l'ensemble, on trouve effectivement que les gens sont très prêts à s'entraider, sont très prêts à- à fournir de l'aide, des fois même directe, là, c'est-à-dire de même mettre de leur temps à aider les autres. Et donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle, je crois, pour l'humanité, Mhm. même si malheureusement, ça veut dire aussi que les gens ne trouvent pas ailleurs l'aide qu'ils devraient avoir du gouvernement ou d'organismes communautaires ou d'autres sources. Parlez-moi un peu de votre échéancier. On espère finir ce projet pilote en ligne ce trimestre-ci, donc ça veut dire vers le mois de mai, disons. Nous sommes en train de rédiger un article en ce moment là-dessus, et donc si tout va bien, on l'aura soumis à ce moment-là, et le fait de soumettre l'article va représenter la fin de ce projet pilote-là. Après ça, pendant l'été, on va établir des contacts avec des groupes à Granby pour qu'ils nous présentent des personnes que nous pourrions interviewer. Et nos entrevues donc, se réaliseraient très probablement à l'automne 2025. Et notre objectif, c'est de faire quelque chose qui est un peu original, c'est-à-dire de faire des entrevues en marchant. Donc, c'est-à-dire que nous voudrions trouver des gens qui seraient prêts à passer une heure ou deux avec nous. Euh, on leur donnerait rendez-vous à un endroit qui est significatif pour eux, par exemple devant leur ancien appartement ou devant un organisme communautaire qui les a beaucoup aidés ou quelque chose comme ça. Et on irait ensuite visiter leur quartier avec eux. L'idée étant de les stimuler finalement par l'environnement, par cette marche-là, à se remémorer les événements où ils ont reçu une aide particulière ou au contraire, ça peut être des gens qui ont fourni une aide aussi qu'on va interviewer. Et donc, ils pourraient nous raconter, ah ben c'est ici que j'ai aidé mon beau-frère à déménager en catastrophe il y a un an, ou c'est ici où j'ai failli être itinérant. Dans cette Russie, par exemple. Quelque chose comme ça. Et on espère qu'en marchant avec eux, on va faire une espèce de cartographie des lieux significatifs, mais aussi que ça va les amener c'est ça, à nous parler en commentant finalement cet espace géographique-là. Donc finalement, l'espace géographique devient une forme d'élicitation qui amène l'entrevue à se déployer. Comment avez-vous décidé de faire ça? Avez-vous qu'il y avait d'autres idées? Donc, nous voulions sortir du format de l'entrevue traditionnelle qui est un petit peu standard en recherche en sciences sociales. Mais aussi, on voulait mieux prendre en compte le fait que nous travaillons sur l'entraide, oui, mais aussi sur l'entraide en matière de logement. Et donc, il y a un aspect matériel et bâti au logement. Et donc, si on avait parlé de certaines autres choses, ben, peut-être que ça aurait été pertinent d'amener des documents à l'entrevue ou d'amener un objet à l'entrevue. Alors là, on ne peut pas amener un immeuble dans une salle de réunion. Donc, ça, c'est plus logique que nous allions vers l'immeuble ou vers la rue ou vers l'endroit où les choses dont on va parler se sont produites. Donc, il y a cet aspect-là. Et ensuite, il y a une tradition quand même qui existe sur ce en anglais on appelle les walking interviews. Donc, on n'invente pas ce format-là. Par exemple, mon ami Bauke Knossen a écrit un petit peu sur ce format-là de faire de la recherche en marchant. Et donc, c'est surtout utilisé quand on parle d'urbanisme en général. Donc, c'est plutôt des chercheurs qui s'intéressent à l'espace urbain, par exemple, qui vont utiliser ce genre de méthode. Donc, notre originalité, c'est de l'utiliser pour un thème comme l'entraide, où apparemment, justement, il n'y a pas de lien nécessaire avec l'environnement bâti. Mais nous, on fait le pari que ben, quand l'entraide concerne cet environnement bâti, c'est-à-dire le logement, ça devient beaucoup plus pertinent de faire ça.
pour l'instant, quand vous regardez le web, ces groupes Facebook, vous intéressez à la rhétorique, la façon qu'on demande de l'aide. Une fois rendu à Granby en personne, qu'est-ce que vous cherchez en termes de communication? Mais c'est toujours la même question, c'est-à-dire comment on a demandé de l'aide, comment on a offert de l'aide à quelqu'un d'autre. Ce à quoi on s'attend, c'est oui, peut-être de retrouver un aspect rhétorique. Donc peut-être que les gens vont nous demander, vont nous raconter plutôt comment ils ont demandé de l'aide, comment ils ont formulé cette demande-là, les difficultés qu'ils ont rencontrées. Mais on espère aussi incorporer un élément plus, justement, comme je disais, matériel à cette demande ou à cette offre d'aide, c'est-à-dire on veut que les gens nous montrent ou nous parlent de comment concrètement ils ont reçu ou offert de l'aide. Par exemple, comme je donnais l'exemple tout à l'heure de mon beau-frère est venu m'aider à déménager avec sa minivan, par exemple. Puis on était ici, puis ça a été compliqué parce qu'il y avait un escalier, puis il a fallu qu'on fasse ceci, cela. Et ce qu'on veut voir, c'est ça, c'est toute la difficulté ou les opportunités que cet environnement bâti offre. C'est-à-dire que finalement, demander de l'aide en matière de logement, c'est quelque chose de très particulier parce que ça concerne vraiment d'entrer chez quelqu'un ou d'aider quelqu'un à trouver un endroit où il ou elle va habiter. Donc, il y a quelque chose de très différent que de simplement donner un conseil. Et ça peut être ça aussi, ça peut être tout simplement un conseil. Mais ça peut être beaucoup plus que ça et ça peut être beaucoup plus même salissant, ça peut être un effort physique qu'on doit accomplir. Et donc, c'est ces aspects-là et comment ça interagit finalement avec l'aspect communicationnel, disons plus traditionnel, de parler, de s'écouter, de répondre, etc. Et donc, finalement, comment la communication devient aussi matérielle ou interagit finalement avec ces dimensions matérielles. Là, ce que je peux dire, par exemple, c'est que moi, j'ai déjà travaillé dans le milieu communautaire en matière de logement dans une autre vie, dans le passé. C'est ça aussi qui m'a amené à m'intéresser à cette thématique-là en particulier. Et comme travailleur communautaire, ben, je devais effectivement entrer des fois dans des immeubles délabrés. Ça sentait extrêmement mauvais, ça sentait la moisissure. Je me demandais même si j'étais en danger parfois pour aller rencontrer des locataires qui habitaient là et les aider, par exemple, à écrire une demande pour la Régie du logement, tu sais. Donc, ce qui s'appelle maintenant le tribunal administratif du logement. À l'époque, c'était la Régie du logement. Et donc, on ne peut pas divorcer finalement ce travail intellectuel, cette aide intellectuelle de, voilà, on va faire une demande à la Régie du logement, on va préparer tel document, on va donner tel conseil, du fait d'être là, d'être dans cet immeuble-là et d'être physiquement présent pour constater, pour prendre des photos de coquerelles, de rats ou je ne sais pas trop de quoi. Et donc, il y a cette dimension matérielle très importante dans la manière dont on aide les gens et on veut prendre ça en compte. Dans le volet à Granby, là, en personne, on s'était demandé justement comment on allait pouvoir observer l'entraide en train de se faire. Et c'est vrai que on s'est rendu compte qu'on était mal à l'aise d'arriver avec des gens qui sont en train de vivre une situation de crise maintenant. Et on s'est rendu compte que nous, comme chercheurs en communication, on n'est pas équipés pour gérer ou aider les gens à gérer une crise immédiate et on serait un petit peu une interférence finalement. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, on a décidé d'aller plus dans une approche rétrospective où on va inviter la personne qui n'est plus dans la crise, qui a reçu l'aide dont elle avait besoin, ou de l'autre côté, qui a offert l'aide à quelqu'un qui en avait besoin à ce moment-là, et qui va réfléchir à ça rétrospectivement. Et c'est pour ça qu'on va les inviter à revisiter peut-être les lieux importants de cet événement-là, tu sais. Alors qu'effectivement, en ligne, on a le loisir de pouvoir, et que, comme tu as dit, hein, d'être des voyeurs, on regarde des gens qui peut-être à ce moment-là étaient en train de vivre une difficulté importante, mais le message reste, hein, c'est ça la propriété, ou une des affordances, si vous voulez, des interactions en ligne, c'est qu'elles restent, donc elles sont disponibles pour nous plus tard, et donc on est capable d'observer ça. Et donc c'est un luxe, en effet, qu'on se paye dans cette première phase-là du projet.